Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir va nous amener à faire un premier bilan de la saison des assemblées générales, saison qui commence à toucher à sa fin. L'idée étant de décrypter un petit peu les sujets de conversation qui ont émergé de ces moments de démocratie actionnariale entre les actionnaires, les investisseurs professionnels ou non d'ailleurs, et les managements des entreprises concernées. C'est Anne-Cécile Gaillard qui est avec nous, l'invitée de ce quart d'heure thématique, présidente fondatrice de Médicis. Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Un mot de Médicis et d'ailleurs de la définition que vous donnez à votre métier, Anne-Cécile. Oui, alors Médicis est un cabinet de conseil qui intervient sur les problématiques activistes d'une façon générale. Activistes vu au sens très large, c'est-à-dire que ça peut être des conflits de gouvernance, des investisseurs activistes, mais aussi de l'activisme des parties prenantes, qui est un phénomène émergent cette année. Je pense qu'on va en reparler. Et oui, j'ai appelé ça activisme et démocratie actionnariale. Je sais que le terme d'activisme est parfois trop connoté pour que les investisseurs décident de l'endosser volontairement. Moi, je les pousse à endosser le terme d'activisme qui peut être vu de manière très positive également, mais je crois qu'il y a une connotation anglo-saxonne notamment qui pèse un peu. Et donc, les investisseurs parlent généralement d'engagement. Je voulais qu'on fasse un premier bilan de la saison des AG. Donc, vous suivez de très près ces moments de démocratie actionnariale avec la question de la gouvernance et de l'activisme. De manière un peu globale, quels sont les enseignements que vous retirez? Alors, en termes de tendance, de sujets ou de nouveaux sujets dans les conversations qui ont pu émerger entre les actionnaires et les managements. Et puis, est-ce qu'on peut mesurer aussi un peu le niveau d'engagement, le niveau d'activisme qu'on observe aujourd'hui en 2023 à travers ces moments de démocratie actionnariale? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Sur le fait de mesurer le niveau d'activisme, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément d'activisme qui se déroule en coulisses. C'est d'ailleurs le propre de l'activisme, c'est de toujours commencer en coulisses. Et souvent, ce qu'on voit n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et par conséquent, il est assez difficile de le mesurer. Ce qu'on voit cette année, très clairement, c'est une émergence vraiment, une montée en puissance très forte des discussions qui sont liées au climat, aux revendications climatiques, qui ont même éclipsé celle de la rémunération des grands patrons, qui était auparavant vraiment la pierre d'achoppement qu'on retrouvait en Assemblée générale, et celle de la stratégie aussi également, qui devient presque accessoire, ou alors qui se refocalise sur les questions climat. Ça, on le voit très clairement, et ça pousse justement à des modalités d'engagement actionnariaux qui sont différents, puisque on voit les investisseurs qui se regroupent désormais en coalition actionnariale pour essayer de pousser des sujets qu'ils n'arrivaient pas à pousser en étant de simples investisseurs institutionnels avec une petite participation. Le climat, effectivement, c'est le sujet clé. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, je veux dire, c'est à ce stade 2023, c'est vraiment le point majeur des conversations ou des engagements que les investisseurs veulent avoir avec les entreprises. À mon sens, c'est un point de basculement. Je dirais climat. Alors, on peut peut-être élargir aux critères ESG en général, mais s'entend que le climat, finalement, c'est central aussi parce que ça questionne, je dirais, les trois axes clés de ce qu'on demande à une entreprise. Ouais. Je veux dire, au-delà de créer de la valeur actionnariale, c'est finalement d'avoir une vision stratégique d'une part, d'autre part d'avoir un dialogue fluide avec ses parties prenantes et ensuite d'être aligné, d'avoir un alignement entre son discours et ses actions. Et la question du climat finalement, elle interroge ces trois axes et donc quelque part elle devient centrale. Bien sûr, on a toujours des questions sur la stratégie, on a toujours des questions sur la gouvernance, on le voit avec par exemple, alors elle n'a pas encore eu lieu, mais l'Assemblée Générale d'Atos et les demandes de Sycomore. Donc, bien sûr, ces questions existent toujours. Néanmoins, ce qu'on retient vraiment de 2023, c'est cette focalisation sur la question du climat, très clairement. Et d'ailleurs, on parle de stratégie climat des entreprises. Oui, exactement. Le sujet, c'est la stratégie climat. Il y a bien la notion de stratégie, effectivement, qui est mise en avant derrière ces questions climatiques. Oui, tout à fait, parce que derrière la question de la stratégie climat se décline aussi la question de la transparence, de la communication de l'entreprise avec ses parties prenantes. Et ce qu'on constate aussi parfois, c'est que la question du climat, c'est parfois aussi un faux-nez pour pousser d'autres questions, mais comme l'a été la gouvernance par le passé ou même encore aujourd'hui. Donc finalement, c'est aussi une façon pour certains acteurs de trouver un écho médiatique ou un écho qui est relayé par d'autres parties prenantes, par exemple les ONG, et qui leur permet eux-mêmes de pousser un discours qui auparavant était relativement inaudible.
si on se place dans la sphère française, donc je crois qu'à ce stade, l'Assemblée générale annuelle de Total Énergie reste l'assemblée qui fait le plus de bruit. Oui. Alors pour énormément de raisons, pour tout ce qu'on fait porter à Total Énergie, pour le symbole que Total représente, etc. Et aussi pour les enjeux, évidemment, climatiques d'une entreprise qui intervient dans un secteur oil and gas. Historiquement, en tout cas, ça reste le métier historique de Total Énergie jusqu'à preuve du contraire. C'est justement, Total Énergie, ça a valeur d'exemple pour d'autres entreprises, d'autres assemblées générales. C'est-à-dire que derrière l'arbre Total Énergie, est-ce qu'il y a une forêt effectivement grandissante d'AG dans lesquelles on discute des stratégies climat, dans lesquelles on peut atteindre peut-être un niveau d'escalade et de tension aussi importante que celle qu'on observe chez Total Énergie, ou est-ce que c'est une exception, toujours utile peut-être dans le débat public, mais une exception dans le monde de l'activisme aujourd'hui? Je pense que c'est un précurseur à ce stade parce que finalement ce qui se passe chez Total Énergie peut tout à fait se répliquer à d'autres sociétés. Toutes les sociétés actuelles ont un modèle économique, une stratégie, un business model qui est appelé à se réinventer avec les nouvelles contraintes, d'une part les nouvelles contraintes extra-financières qui leur sont imposées et d'autre part tout simplement la façon dont évolue le marché. Alors c'est vrai que pour des sociétés comme Total Énergie, pour tout un tas de raisons, c'est beaucoup plus prégnant et donc c'est quelque part un groupe qui focalise, qui cristallise plutôt les activismes. Je trouve que ce qu'on voit chez Total Énergie, on le voit également chez d'autres, ouais. À savoir d'une part donc ces fameuses coalitions d'actionnaires qui essayent de pousser des résolutions climat auprès du board et en assemblée générale. On l'a vu chez Engie aussi, mais on en a beaucoup moins parlé, on le voit chez d'autres. D'autre part, l'émergence d'un acteur un petit peu hybride entre ouais. l'ONG et l'actionnaire activiste. Ouais. Donc, dans le cas de Total, c'est l'ONG néerlandaise Follow This. Mais il y a d'autres types d'actionnaires de ce type. On voit par exemple Share Action, qui a, alors c'est pas en France, mais qui a, avant l'Assemblée générale de Nestlé, émis des revendications sur la qualité nutritionnelle des produits proposés, des produits alimentaires proposés par Nestlé. Donc, ce type de nouvel acteur. Et par ailleurs, ce que je trouve très intéressant avec Total, c'est que finalement, on voit qu'il y a aussi une forme de capillarité des activismes autour de toutes les parties prenantes de Total. On le voit avec les actionnaires de Total Énergie qui ont été directement ciblés lors de leurs assemblées générales, Amundi, BNP Paribas, Société Générale, et également à titre de financeurs des projets de Total. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ouais. C'est très cohérent en fait. Hein. Oui, totalement. L'actionnaire professionnel, investisseur ou gestionnaire d'actifs dont c'est le métier se retrouve lui-même soumis à cette pression de la part de son actionnariat. On le voit avec BNP qui, quelques jours avant son assemblée générale, annonce cesser le financement de nouveaux projets pétroliers et gaziers et qui a lui-même été la cible d'une action en justice au nom du devoir de vigilance par à peu près les mêmes acteurs qui avaient ciblé Total auparavant. Donc on voit vraiment cette capillarité et ça peut même aller un cran plus loin. Alors c'est pas encore le cas, mais par exemple le gestionnaire d'actifs BlackRock fait lui-même l'objet d'une attaque activiste du fonds Blue Bell et d'autres acteurs donc, au titre de son hypocrisie ESG et d'autres acteurs comme par exemple TCI avaient déjà dénoncé cette même hypocrisie ESG. Donc pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces coalitions, alors qui ne sont plus juste des coalitions d'actionnaires, mais des coalitions de parties prenantes, parfois emmenées par des ONG Comment vous comprenez effectivement ce nouveau mode de coalition? Quel est l'intérêt qu'un investisseur ou gestionnaire d'actifs pour le compte de ses clients, qui est un acteur financier quand même au départ, quel intérêt ces acteurs-là trouvent dans ces coalitions emmenées par des ONG? Ça leur permet d'asseoir encore un peu plus leur crédibilité, la crédibilité de leur engagement. Ils ont besoin de ça. Comment ça se forme en fait ces groupes d'actionnaires? Je pense qu'en fait il y a un jeu de légitimation croisée. D'un côté, alors du côté des ONG, des acteurs associatifs, ça leur permet de trouver un levier d'action pour dialoguer avec les entreprises, autre que les actions en justice. Et du côté des investisseurs, je dirais qu'il y a plusieurs canaux. Le premier, c'est qu'effectivement ça légitime leur action et ça leur permet aussi d'avoir un écho médiatique auquel ils n'ont pas nécessairement
entièrement accès. Si vous prenez séparément les investisseurs qui composent la coalition Total, ils n'auraient jamais eu l'écho qu'ils ont eu en faisant partie de cette coalition. Ensuite, ça permet quand même aussi l'échange d'informations et de décryptage différents. Je pense qu'aujourd'hui, un des points qui manque peut-être un petit peu dans l'écosystème financier, c'est justement cette capacité à prendre en compte les environnements et les parties prenantes dans leur globalité et de sortir un petit peu de la grille de lecture purement financière actionnaire, ou alors purement critères ESG qu'on a, et de comprendre qu'une association, par exemple, ou une ONG, quand elle va lancer une action en justice, elle va avoir un agenda, un calendrier, elle va elle-même essayer de pousser certains messages de la même façon que le ferait un actionnaire. Et donc je pense que quelque part, on a une convergence entre ces différents écosystèmes qui auparavant ne dialoguaient pas entre eux et ça crée une émulation et pour l'instant ça permet vraiment d'avoir un levier d'action sur les sociétés ciblées. On est encore dans un moment où une stratégie d'escalade de la tension, ou est-ce que du point de vue des entreprises, du point de vue des managements, des conseils, il y a la prise en compte de ce changement de paradigme que vous décrivez, Anne-Cécile, avec l'idée peut-être que plutôt que d'attendre le moment de l'AG pour cristalliser toute la tension qui peut s'exprimer à ce moment-là, plutôt que d'attendre ce moment, travaillons un peu en amont, essayons de déminer le terrain, déminer les sujets. Est-ce que c'est quelque chose qui entre dans les mœurs du point de vue des émetteurs, des entreprises là ? Je pense que du point de vue des émetteurs, ça dépend des émetteurs. Je pense quand même que la prise de conscience n'est pas encore faite au sens où on parle d'un phénomène qui est naissant, qu'on ne comprend pas encore totalement. Ça fait une paire d'années peut-être qu'on voit apparaître ces nouveaux phénomènes. Alors moi je ferais remonter ça à TCI et Vinci en 2020 qui avait déposé la première résolution climatique chez Vinci en 2020. Mais effectivement ça fait quelques années, c'est quelque chose de très récent. Je pense que le fait de quelque part tirer un lien entre la sphère ONG, la sphère investisseur, ça rentre pas nécessairement dans le logiciel des émetteurs. Et je ne crois pas nécessairement qu'il y ait une prise de conscience sur, d'une part, la nécessité de décryptage qu'il y a à comprendre le positionnement, l'agenda des parties prenantes, et d'autre part, à engager un dialogue et à aligner une communication avec ces parties prenantes-là. Je crois qu'on l'a vu avec BNP Paribas, par exemple, en Assemblée Générale. On a eu Scientist Rebellion qui a fait passer un message sur BNP Paribas et qui annonçait le fait qu'ils avaient envoyé un courrier à BNP Paribas auquel BNP Paribas n'avait jamais répondu. Je pense que ça, typiquement, c'est quelque chose, une compréhension fine de l'écosystème devrait permettre d'éviter ce genre de quiproquo. Oui, exactement. Pour dire les choses. Oui. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, mais c'est processus en cours, mais il y a un vrai changement effectivement dans la relation, l'engagement, l'activisme et la conversation que ça peut générer entre les actionnaires et les émetteurs. Mais vous savez, c'est comme quand l'activisme actionnarial a refait son émergence en France dans les années autour de 2015. Il y avait pas forcément de compréhension ni de prise de conscience du point de vue des émetteurs à ce moment-là. Donc là, on assiste à peu près à quelque chose de similaire. C'est naturel. Merci beaucoup Anne-Cécile, merci pour ce décryptage, cet éclairage et sur le changement de paradigme. Je reprends vos termes en matière d'activisme, d'engagement, de démocratie actionnariale, du fonctionnement de la démocratie actionnariale à travers la saison des assemblées générales. Toujours en cours, vous l'avez signalé, une assemblée qui sera suivie, c'est celle d'Atos le 28 juin prochain, si je ne dis pas de bêtises. Anne-Cécile Gaillard qui est avec nous dans ce quart d'heure thématique, présidente fondatrice de Médicis. Voilà pour cette édition Smart Bourse, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.